Bonjour Lorelei. On va attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Et puis sinon, bah, je vais commencer. Et de toute façon, ça pourra toujours servir en replay. J'espère que tu vas bien. Bonjour Sarah. Ouais, oui, c'est la première. Alors, avant de commencer, du coup, est-ce que vous avez été confronté justement à une fissure? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous aviez eu des questions? Non, apparemment, ça n'a pas été le cas. Ben, du coup, pour commencer, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter mon histoire à moi par rapport à la fissure. Où du coup, c'était vraiment pour mon dernier, donc mon quatrième, qui est juste derrière en train de faire de la peinture. Et en fait, donc bon, pour ce dernier, c'était quand même une histoire assez particulière aussi, puisque il y avait une césarienne qui était programmée, entre guillemets, le plus tard possible, à 39+6. Mais voilà, un décollement volontaire. D'accord. Et du coup, eh bien, en fait, une bonne semaine avant cette fameuse date de césarienne, ben, j'ai commencé à avoir des gouttes de liquide qui ont coulé. Et là, je me suis donc posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste chez moi? Est-ce que je vais à la maternité? En me disant, si je vais à la maternité, forcément, je sais que je vais y rester, hein, à la maternité. Bonjour, bonjour. Et surtout, en fait, je me suis demandé, enfin, je ne me suis pas demandé longtemps si vraiment c'était du liquide amniotique. Pour celles qui ont pu sentir ce liquide-là, je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais pour le décrire, ça sentait la naissance. Alors que je n'avais jamais connu de naissance, je n'ai jamais connu on va dire voilà, donc voilà, je ne savais pas expliquer, pour moi ça sentait la naissance tout court. C'était inexplicable. Donc oui, c'était clair que pour moi c'était vraiment du liquide amniotique, c'était pas de l'urine. Et puis voilà, je sentais que je n'avais pas envie d'aller à la maternité, comme je l'ai dit. Et donc il y avait une connaissance doula qui m'avait transmis une page de l'excellentissime Rachel Reed. Donc je ferai, je pense, un post, une publication pour pouvoir... Coucou Charlotte, pas de souci. Pour pouvoir justement avoir accès à ces informations-là, qui sont somme toute des informations essentiellement logiques et pleines de bon sens, mais qui pour beaucoup de personnes ne seront pas forcément dans le sens scientifique et cartésien. Et du coup, voilà, elle m'a transmis cette page-là, qui est donc en anglais, et en fait c'est ce qui m'a vraiment permis de vraiment me dire non, je souhaite rester chez moi. Donc en gros, pour vous expliquer, 2 petites secondes. Merci. Tu peux fermer la porte? Manon, tu peux fermer la porte s'il te plaît. Merci. Désolée. Du coup, ce qu'il faut savoir déjà au départ, c'est qu'en règle générale, toutes les études qu'on va vous présenter, oui, c'est ça, toutes les études, tous les chiffres, toutes les statistiques qu'on va vous présenter sont toutes avec un biais. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être 100% objectives. À commencer déjà par le lieu où les études ont lieu. C'est-à-dire que c'est toujours à la maternité. Ensuite, on a très très peu d'informations sur les conditions dans lesquelles ces études sont faites. Donc on ne sait pas si les femmes sont des primipares, on ne sait pas du coup si elles ont eu des césariennes avant, on ne sait rien. On ne sait pas s'il y a eu un déclenchement. En fait, on ne sait rien sur vraiment les conditions qui sont pourtant quand même primordiales pour vraiment comprendre et savoir les conditions aussi d'éventuelles infections. Donc bien sûr, il n'y a pas d'études sur le fait de rester chez soi. Il
n'y a rien qui montre si effectivement ben, c'est plus ou moins risqué. Et donc dans cette page-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement, notre corps connaît les germes qui sont chez nous. Donc il y est habitué. Il est habitué aux bactéries qui traînent chez nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y est habitué. Mais quand il arrive dans un univers qui est donc étranger, comme c'est le cas de l'hôpital, il y a beaucoup de germes qu'il ne connaît pas. Donc il ne saura pas forcément se battre comme il devrait le faire de façon optimale. Alors, pour la fissure, il faut savoir aussi que le sac amniotique est composé de 2 feuillets. Il y a 2 membranes donc. Et quand on parle d'une fissure, forcément, c'est la première membrane, c'est celle qui est à l'extérieur. Ça veut donc bien dire que le bébé il est toujours protégé par la 2e membrane. Et entre les 2 membranes, il y a du liquide. Ce liquide se reforme régulièrement. Et il est tout à fait possible aussi, hein, c'est arrivé, que la fissure se colmate. Donc en gros, ça peut tout à fait s'arrêter. Donc vouloir donner des antibiotiques par prévention peut avoir beaucoup plus d'effets négatifs que positifs. Dans le sens où quand il y a une infection, il y a des signes qui sont présents, que l'on peut observer. Et donc à ce moment-là, on peut effectivement administrer des antibiotiques, évidemment. Mais tant que tout va bien, il n'y a aucune raison d'ajouter en fait des produits qui peuvent au contraire avoir des effets à court, moyen ou long terme. Petit bonhomme, tu peux me laisser habiller, merci. Et du coup, par rapport à cette fissure, tout comme par rapport à la rupture, hein, la rupture et la fissure, on est bien d'accord qu'il y a une différence hein, entre le fait qu'il y ait quelques gouttes ou un léger filet, qui ne soit pas forcément en continu d'ailleurs, et le splotch, l'explosion de la rupture des membranes. Et même dans ce cas-là, en fait, les risques d'infection sont minimes. Vraiment minimes. On est bien d'accord que tout joue par gravité dans notre corps, et ça joue aussi comme ça dans notre corps, au niveau de l'utérus et au niveau du canal vaginal. Donc, en gros, comme il y a du liquide qui coule, les bactéries vont avoir du mal à remonter. C'est une question de logique aussi. Et du coup, tant que rien d'étranger n'entre à l'intérieur de votre corps, les infections sont vraiment, vraiment minimes. Donc évidemment, ça veut dire on évite les touchés vaginaux, on évite, enfin même avec les gants stériles, parce que malheureusement, sont-ils réellement 100% stériles? On ne peut pas forcément en être réellement sûr, bon, même si on me dit. Mais en fait, les seules précautions à prendre, c'est vraiment ça. De faire en sorte que notre corps reste 100% non exploré. Voilà, on va dire ça comme ça, non exploré. Donc, voilà, évidemment, on évite aussi de prendre, on va dire de prendre un bain éventuellement, quoique, ça c'est pareil. C'est toujours des choses à vérifier. Mais voilà, sur ce blog-là, sur cette page-là notamment, les choses montrent bien qu'effectivement, même dans ces études-là qui sont donc très biaisées, eh bien les risques n'augmentent pas quand on décide d'attendre ou quand on décide de faire donc un déclenchement. Parce qu'il y a donc cette fissure ou cette rupture. Les risques d'infection n'augmentent pas. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui me semble important, c'est vraiment d'avoir les informations pour faire son propre choix et prendre sa décision en conscience, de savoir si on souhaite prendre les antibiotiques toutes les 4 heures, tel qu'on nous le dit à l'hôpital, donc en restant évidemment sous observation, ou est-ce qu'on préfère attendre? Est-ce qu'on préfère attendre du coup en milieu médical, ou est-ce qu'on préfère rentrer chez soi, ou rester même chez soi sans forcément aller à l'hôpital, attendre chez soi que le travail commence? Et oui, le travail peut ne pas commencer tout de suite, parce que si c'est une fissure, ça ne veut pas forcément dire
quoi que ce soit. Et même une rupture, ça ne veut pas forcément dire que le travail va commencer dans l'heure. Non, non. Il y a d'ailleurs des situations, parce qu'en fait, c'est pareil, il n'y a pas d'études là-dessus. Hein. Il y a des situations qui ont été rapportées par des sages-femmes, essentiellement, notamment des sages-femmes qui font des naissances à la maison, euh, où effectivement, il y a eu une rupture et ça a été le cas pour une femme, là, notamment sur cette page-là, qui a attendu 66 heures après une rupture complète de la poche des os. Donc, on est bien d'accord que là, c'est vraiment le gros splotch. D'accord. Et tout allait très bien. Il n'y a eu aucune infection, ni de son côté, ni du côté du bébé. Le liquide était toujours présent. Enfin, voilà, il n'y a jamais eu de souci. Donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire sur ces peurs qu'on nous inculque. Et c'est là aussi le rôle de la doula. C'est-à-dire que, voilà, on peut te permettre d'avoir les informations. Tu peux les trouver, les informations, bien sûr, mais du coup, on peut juste te donner accès à ce qu'on a déjà. Alors, Stéphanie, tu voudrais participer. Alors, dis-moi tout. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, Oh, coucou salut, Stéphanie. ça va? Bien et toi? Ça va, oui. Du coup, tu voulais nous parler de la fissure ou tu avais quelque chose, une expérience là-dessus? Ben écoute, oui, enfin, dans le problème quand même enfin, que je trouve qu'on a en dehors de la maison, mais plutôt au milieu médical, c'est vrai que ils vont moins faire confiance en cette fissure et ils vont toujours avoir peur de ce qui se passe. Or que ben, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, tu as quand même pas assez d'études qui sont mises en place pour justement prouver, entre guillemets, qu'il peut y avoir une infection ou quoi que ce soit. Ici, moi, par exemple, effectivement, on m'a percé carrément la poche des os, mais après 13 heures, ben, on te donne un antibiotique pour te dire, ben, écoute, non, voilà, tu es à risque de t'infecter et d'infecter ton bébé. Or qu'en soi, ben voilà, il y a des femmes qui, comme tu le disais, qui peuvent rester plusieurs jours avec une poche qui est fissurée ou même parfois qui est percée. Et voilà, malheureusement, à l'heure actuelle, la médicalisation est tellement importante que ça devient compliqué. Ouais. Mais là, du coup, j'ai envie de dire que tu étais à risque, oui, mais de leur fait, dans le sens où ils ont introduit, alors certes, un ustensile qui est censé être stérile, mais finalement, ça reste quand même une introduction à l'intérieur de ton Et tu corps. restes aussi avec plusieurs touchés, etc. Hein, quand tu es en milieu médical, allez, regarde, moi ici, à un moment donné où j'en pouvais plus, ben, j'ai quand même fini par demander la péri. Ils finissent quand même par te faire 3, 4, 5 touchés, enfin à une heure d'intervalle. Mais donc c'est eux finalement qui sont plus porteurs de germes que ce que toi tu ne l'es quand on te laisse tranquille, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir cette information que, il n'y a pas d'urgence à aller tout de suite à la maternité. Déjà parce qu'on n'est pas sûr que le travail commence tout de suite. Du coup, ça veut dire arriver trop tôt à la maternité. Donc, ça veut dire prendre le risque aussi de cette cascade d'intervention, puisque il faut quand même que les choses avancent. Hein, quand on est en milieu médical, c'est important que les choses avancent. Sauf que si c'était pas le jour prévu, évidemment que rien ne va s'enclencher du tout. Et donc, forcément, ça va être voilà, ça va être le toboggan, la cascade, la boule de neige, peu importe comment on veut l'appeler, mais voilà, ça va être, il faut intervenir, il faut que ce bébé sorte de cet utérus qui devient dangereux. C'est ça, oui. Les femmes sont dangereuses. Voilà, elles n'ont pas été dangereuses pendant 9 mois et quand on approche de la fin, là, non, c'est plus possible. Le placenta va se périmer, il va plus y avoir de liquide, il va plus pouvoir se retourner, il va garder la tête en arrière, enfin peu importe, il va trouver voilà, toutes les choses possibles qui font que c'est plus possible, le bébé doit sortir tout de suite, le plus vite possible. Pas vrai? Il n'est Non, t'es pas pas d'accord? apte à sortir tout seul. Non, déjà, non. Déjà, un bébé, il est passif, hein, il fait rien dans sa naissance, bien sûr que non. On le saurait, on le Oui, ça va. saurait. Et pourtant,
pourtant, bien sûr qu'il est actif. Après, c'est sûr qu'en milieu hospitalier, la maman étant peu active, forcément, le bébé, ça devient compliqué pour lui d'être actif. Euh, Encore plus, effectivement, sous péridurale. Parce que ça, c'est pareil, finalement, on connaît beaucoup de choses, mais pas suffisamment, même sur les effets à court, moyen et long terme aussi de la Ouais, c'est ça. péridurale sur le bébé. Alors, que faire du coup si on a fissuré mais qu'on ne veut pas d'intervention? Eh ben, tu peux rester chez toi. Oui. Tu peux rester chez toi. Le principal, en fait, après, ça va être de rester connecté à toi-même. Tu sens si tu fais une infection, en fait, en règle générale, tu commences à faire de la température. Ben, il y a des signes, tout comme la rupture utérine, il y a des signes avant-coureurs qui montrent que, voilà, il y a un signal d'alerte aussi à l'intérieur, hein, quand même. Je reste avec cet instinct de survie qui, pour moi, est un des derniers qu'on a vraiment gardé. Et, euh, et à l'intérieur de nous, on sent s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, une infection, on sent que si elle arrive, on va, ça vient pas comme ça d'un coup non plus. Donc, dans ces moments-là, effectivement, on peut se rendre en milieu hospitalier ou aller voir une sage-femme, demander du coup d'être sous antibiotiques, faire un monito pour vérifier si tout est OK. Mais ça, c'est pareil, quand on est vraiment aussi à l'écoute de son bébé, on sent si son bébé va bien. L'infection ne veut pas Ouais. forcément dire qu'il y a infection aussi auprès du bébé. Mais la plupart des mamans que nous, on a vu arriver à l'hôpital et qui disent, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si le corps médical leur dit, mais non, c'est dans votre tête. En fait, non, il y a bien toujours quelque chose qui se passe. Bien souvent, les mamans ont raison. Il y a quelque chose et quelque chose qui s'est avéré. Mais le corps médical, pour eux, c'est eux qui ont la science infuse, entre guillemets. Et voilà. Or que non, c'est réel. Il faut écouter la maman. Il faut pouvoir laisser la maman. Elle vit 24 heures sur 24 avec son corps et avec son bébé. Donc voilà. Oui, et oui, tout à fait. Je me rappelle d'une sage-femme sur TikTok. Ah oui, à une époque, je suis allée sur TikTok, j'ai essayé entre guillemets, prêcher la bonne parole là-bas. On va dire ça comme ça. Mais, et je me rappelle qu'elle racontait une anecdote. Elle était morte de rire. Et moi, dans ma tête, j'avais mal pour cette femme dont elle parlait, où elle expliquait qu'en fait, bah voilà, elle était en compagnie d'une femme qui était branchée à son monito et que elle lui disait je sens que j'ai des contractions vraiment ça fait vraiment mal. Puis elle regarde le monito, la sage-femme me dit bah non, c'est pas possible que t'aies mal, regarde, il est plein le monito, il y a rien du tout va bien. Enfin, sauf qu'en fait non, elle était réellement en train d'accoucher en fait. Le bébé est né très peu de temps après. Voilà. Et elle a trouvé ça trop drôle en fait. Donc elle a complètement nié le ressenti de cette femme parce que le monito disait que non. Et je trouve ça violent, vraiment très très violent. Donc quand en plus j'ai voulu un petit peu échanger avec elle, je me suis fait traiter de tous les noms. Ah ouais, mais ça. Donc voilà, effectivement, c'était quand même pas top. Mais c'est ça qui est vraiment dommage, c'est cette négation aussi de ce qu'une femme ressent aussi les choses à l'intérieur de son propre corps, ce qui est logique. On va dire qu'il sait le mieux ce qui se passe dans son propre corps que soi-même. C'est ça, oui. Donc on sent quand même effectivement s'il y a des choses qui clochent et dans ce cas-là, on peut demander à avoir un coup de main. Et oui, effectivement, il peut y avoir des pathologies, des choses qui peuvent être qui passent entre guillemets en sous-marin et qu'on ne voit pas, qu'on n'observe pas, mais c'est pareil en fait, même pour toute détection finalement. Donc c'est pas forcément très simple. Ah oui. Il y a des gros câlins, là. Oh non, j'ai un petit bonhomme qui est en train de téter surtout, oui. Hein? Ouais. Bon, allez, je vais devoir te Alors, laisser par contre. ça marche et je crois qu'il y a Madalena du coup qui voulait aussi échanger. Donc Allez, bah, du coup, je te dis à très bientôt, Stéphanie. Et salut, puis merci d'être passée. avec grand plaisir. Salut. Salut. Alors, Madalena, du coup, je crois que normalement, ça devrait. Attends. Madalena, du coup, je ne sais pas si tu veux toujours faire partie de la vidéo ou pas. Là, pour le moment, ça ne le met plus. Donc, si jamais, bah, tu peux refaire une demande et puis je t'accepterai avec plaisir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la fissure. Je vais d'ailleurs aussi même vous partager
une anecdote, en fait. Euh, une, une femme qui était entre 18 semaines ou 22 semaines, je ne sais plus. On va dire à ce stade-là, l'écart de 4 semaines n'a vraiment aucune importance. Et en fait, elle a fait une rupture complète de la poche des os. Donc on est bien d'accord, la rupture, c'est vraiment l'explosion totale donc des deux membranes. Et donc avec sa sage-femme, elles ont fait le choix de laisser faire. Donc elles ont décidé de ne pas se rendre en milieu hospitalier. Elles ont décidé de laisser faire la nature, d'accueillir ce qui se passerait. Et ben vous savez quoi, tout s'est colmaté et elle a donné naissance à son bébé à terme, en pleine santé. Et en fait, euh, là où je veux en venir, c'est que si elle était allée en milieu hospitalier, qu'est-ce qui se serait passé du coup à ce stade-là de la grossesse? J'ai envie de dire que dans le pire des cas, il y aurait eu, je pense, une IMG, donc une interruption médicale de grossesse, parce que voilà, cette peur de il n'y a plus de liquide, ou il n'y a plus de ceci, ou il n'y a plus de cela, il y a un risque d'infection trop fort, le bébé n'est pas viable, j'en passe et des meilleurs. Et en fin de compte, parfois, juste, c'est même pas parfois, la grande majorité du temps, ne rien faire, avoir confiance et observer, ça fonctionne. Et intervenir quand réellement il y a besoin, si c'est le souhait aussi de la femme et du couple, parce que parfois, ils sont ils sont, comment dire, à l'aise aussi avec le fait d'accepter toutes les conséquences possibles, qu'elles soient positives ou négatives en fonction de leur situation. Et ça, c'est propre à chacun. On ne peut pas jeter la pierre à des personnes qui sont prêtes à accepter, parce qu'on faut se le dire, on a le contrôle sur rien quand même, hein, qui sont prêtes à accepter que oui, il peut y avoir un décès, que ce soit au niveau de la maman, que ce soit au niveau du bébé. Euh, on est vraiment tellement dans cette société où la mort ne devrait plus faire partie en fait de notre existence, alors que si, qu'on la perçoit comme quelque chose de terrible et qu'on ne veut vraiment pas l'accepter telle qu'elle est. Et à force de vouloir éviter la mort, en fait, on finit par provoquer beaucoup de choses euh, qui sont, je pense, loin d'être souhaitables et qui peuvent être très très lourdes à porter aussi. Et je le rappelle, je le dis et je le redis, parce que j'en suis vraiment intimement convaincue. La naissance est vraiment un des événements les moins contrôlables qui soient. Plus on va chercher à le contrôler, que ce soit en déclenchant de façon chimique ou de façon euh, naturelle, ça reste du déclenchement. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, c'est que quand on se dit je vais prendre de l'huile de ricin, je vais prendre de ceci pour de cela, pour faire un déclenchement naturel, ça reste du déclenchement. Le bébé n'est toujours pas prêt, peut-être que le corps n'est toujours pas prêt non plus, ça reste du déclenchement. Donc, à partir du moment où on veut commencer à intervenir dans le processus en lui-même, s'il n'est pas prêt, si le bébé n'est pas prêt, si la maman n'est pas prête, voilà, on veut amener ça sur un chemin, sauf qu'en fait, le processus, lui, il a un autre chemin qui est prévu pour lui au départ, mais plus on va essayer de le ramener sur le droit chemin, plus il va vouloir retourner sur son propre chemin. Donc, à nouveau, on va vouloir retourner vers ce droit chemin à coup d'intervention. Et à force d'en faire dans les interventions, c'est vraiment cette cascade d'intervention qui est là. C'est vraiment cette cascade qui mène vers ce soi-disant on m'a sauvé, on a sauvé mon bébé, alors que finalement, c'est difficile. C'est difficile quand on a eu des naissances traumatiques. C'est difficile de l'entendre et c'est difficile de se rendre compte que c'est le cas. Mais quand on dézoome vraiment sur la situation, on se rend compte que finalement, il y a très 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 peu de circonstances dans lesquelles il y a besoin vraiment de sauver une maman et de sauver un bébé. Et que la grande majorité du temps, quand il y a instrumentalisation de la naissance, donc avec ventouse, forceps, épisio, enfin le package sympathique, je ferai une publication aussi sur l'origine de toutes ces pratiques et je pense que ça vous permettra de voir que dès l'origine, c'est pas forcément très positif quand même. Je parlerai de la tronçonneuse aussi d'ailleurs. Et plus on veut intervenir, plus ça mène encore plus facilement vers la césarienne. Et finalement,
finalement, est-ce que réellement il y avait besoin de toutes ces interventions-là au départ? Est-ce qu'il n'y avait pas juste besoin de prendre du recul et de faire comme la majorité des sages-femmes traditionnelles ou des femmes sages, j'ai envie de dire, des matrones, etc., c'est-à-dire de vraiment être en train de tricoter dans un coin et suivre le travail à l'oreille, ou même être en train de dormir dans une pièce à côté et n'intervenir que si réellement il y a besoin, sachant qu'en règle générale, quand la physiologie est respectée, quand la maman et le bébé sont laissés dans un environnement positif, qu'il y ait fissure, rupture ou pas, 99% des cas, voire même bien plus, ça se passe sans aucun souci en fait. On a tendance à toujours vouloir penser au risque. Et on a du mal à avoir les lunettes de la confiance. Merci Lucille Gomez. Alors imaginez-vous, vous avez les lunettes de la pathologie, d'accord? On a tous ces lunettes de la pathologie là, vertes. Les lunettes, et encore, vertes, ça va pas, c'est l'espoir. On va trouver autre chose. Des lunettes noires, voilà. On va dire des lunettes noires avec une forme de nuage, tiens, on va dire ça. C'est les lunettes de la pathologie, c'est-à-dire qu'on ne voit que les risques partout. Ça peut être même en lien avec la parentalité. On voit les risques partout en se disant, oh là là, il faut que je mette des trucs à tous les coins des tables, il faut que j'évite à mon enfant de toucher à ça, donc je vais mettre des barrières. Mais, et communiquer, en fait, au lieu de communiquer sa propre peur, ça permet justement d'éviter les drames et ça permet d'éduquer aussi les personnes et les enfants aussi. Donc finalement, de toujours rester avec ces lunettes de la pathologie, on n'a plus confiance en quoi que ce soit, et encore moins en nous-mêmes. Donc, merci Lucille Gomez, remettons les lunettes de la confiance, et là, je ne peux pas les transformer, je garde ces lunettes à elle, qui sont des lunettes en forme de cœur et rose. Voilà, on fait confiance, on a confiance dans le processus, on a confiance dans la femme, on a confiance dans le bébé. Rappelons-nous que si on est là pour en parler aujourd'hui, c'est que pendant des millénaires, les femmes ont donné naissance. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique, hein, de la peinture. Les femmes ont donné naissance sans aucun problème. Et on va revenir aussi sur quelque chose qui me semble très important. Ramenons l'histoire de l'humanité sur 24 heures. Ça fait 40 secondes que la naissance et la grossesse est médicalisée. Nous sommes nés dans ces 40 secondes. Souvent, nos mères sont nées dans ces 40 secondes. Nos grands-mères aussi, parfois, sont nées dans ces 40 secondes. Donc, on a cette vision de la pathologie, cette vision de la naissance qui a besoin d'être médicalisée. Mais pendant tout le reste de ces 24 heures, ça ne s'est pas passé comme ça. Et pour tout de suite couper l'herbe sous le pied des personnes qui vont dire oui, mais à l'époque, on mourait beaucoup plus en couche, on mourait ceci, cela, je vous invite à vous informer réellement sur l'histoire de la naissance. Parce que, en fait, vous dites juste ce que la majorité des gens vont vous dire, ce que la majorité du personnel soignant va vous dire aussi, parce que sans forcément avoir fait de réelles recherches là-dessus, parce qu'en fait, c'est plus facile aussi, c'est plus rassurant de se dire qu'avant, on mourait, qu'avant, il y avait plus de bébés qui mouraient. Et que peut-être qu'il faut se poser la question de, effectivement, dans quelles circonstances ça va se passer. Est-ce que vraiment c'est réel ou pas? Voilà. Donc, encore une fois, quand je fais des lives comme ça, c'est toujours pour vous inviter à vous poser des questions. Je ne suis pas là en tant que sachante à vous dire ce que vous avez à faire. Je ne suis pas là à vous asséner une vérité. Moi, c'est ma vérité, c'est ce qui a fonctionné entre guillemets pour moi aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est moi qui ai décidé de le faire. C'était mon choix. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de suivre et de faire ce que je dis. Loin de là. Mon rôle à moi, il est de vous permettre d'avoir accès à de l'information et d'avoir accès à toute l'information possible qui vous permettent de faire votre choix en conscience et en connaissance. Et que surtout, vous soyez en mesure de reprendre vos responsabilités, ces responsabilités qu'on délègue à la maternité parce que c'est comme ça et qu'on nous a fait comprendre que de toute façon, laissons nos responsabilités aux autres. Au moins, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas de notre faute, d'accord? C'est la faute des autres. C'est comme ça pour tout dans le domaine de notre vie. Rappelez-vous. Et Macrozy le dit et le redit, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Nous sommes dépossédés de nos responsabilités. Moi, je parle essentiellement de la naissance, mais je parle également de tout ce qui est en lien avec le deuil. Je parle également de tout ce qui peut être en lien avec les menstruations, où on a dépossédé aussi de ces périodes de
notre vie qui sont quand même très présentes. Je veux dire, tous les mois, on y a droit. Donc, si on vit l'enfer à chaque fois, c'est pas possible. On est dépossédé, en fait, des femmes que nous sommes. Et là, c'est à nous aussi pour nos filles, pour nos fils aussi, de retrouver ces transmissions ancestrales, de retrouver l'harmonie que l'on avait avant avec les personnes que nous sommes. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Soit vous pouvez en mettre là maintenant et je peux prendre le temps d'y répondre encore un petit peu. Ou alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous dans le replay. Merci aux personnes qui ont été présentes. Merci aussi à Stéphanie pour ce partage. Et d'ailleurs, je précise, non, si jamais elle souhaite le préciser, elle le dira elle-même en commentaire. Je lui demanderai d'ailleurs. Bref, donc, merci pour votre présence. Et si vous avez envie que je fasse un live sur un thème en particulier, marquez-le moi ici. Ou alors même, vous pouvez m'envoyer en DM directement. Tiens, ce serait cool de faire un live là-dessus. J'aimerais bien en savoir plus sur ça ou ça. Ça sera avec plaisir. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des lives parce que je suis pas forcément trop à l'aise. J'ai des fois l'impression de parler dans le vide. Mais je pense que ça peut être bien de continuer à en faire. Donc voilà. Merci encore. Belle fin de semaine à vous et à très bientôt.